Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins. À la radio, vous ne changez rien. À la télévision, le canal 27 de la TNT. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Autour de vous, comme tous les matins, Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est député Les Républicains de l'Eure, candidat à la primaire à droite. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Jean-Michel Apathy. Votre slogan pour la primaire des Républicains, c'était le renouveau, c'est d'ailleurs, le renouveau, c'est Bruno. Et on a l'impression, Bruno Le Maire, que le renouveau, ça fait pchit, ce sont les anciens qui tiennent la corde. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, comment vous l'expliquez? Donnez un peu de temps au renouveau. Donnez-lui le temps de la campagne. Il faut aller vite. Hein, Donnez-lui le temps de la campagne. La campagne va commencer dans quelques jours. Elle n'a même pas encore commencé. On ne sait même pas qui sera sur la ligne de départ. Moi, je suis convaincu que la campagne montrera ce que je vois depuis 2012 chez tous les Français que j'ai rencontrés. Une soif, un appétit de renouveau absolument considérable. Et c'est ce qui nous fera gagner. C'est ce qui nous fera gagner le 27 novembre prochain. L'appétit de renouveau, on le remarque. Par exemple, il y a un effet Macron. Il n'y a pas d'effet Le Maire, franchement. Écoutez, c'est pas si mal de se retrouver aujourd'hui en position d'outsider. C'est pas si mal de voir progresser les intentions de vote à la primaire pour le renouveau. C'est pas si mal de voir à la Baule et partout ailleurs cet enthousiasme de jeunes militants, de sympathisants, de députés, de sénateurs, d'élus locaux qui disent on va gagner cette élection. Il y a un mouvement positif, enthousiaste autour du renouveau. Vous dites c'est pas si mal, vous vous en contentez du c'est pas si mal? Bien sûr que non, que je ne m'en contenterai pas, mais c'est un point de départ. L'arrivée, c'est le 27 novembre. Laissez, comme disait un ancien président de la République, laissez du temps au temps. François Mitterrand. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que l'électorat de droite, en tout cas c'est ce qu'ont l'air de dire les sondages pour l'instant, que l'électorat de droite a l'air de préférer les statuts du commandeur, l'ancien président, l'ancien Premier ministre, quelque chose qui ne ressemble pas tellement au renouveau en fait? Et s'il faut être forcément ancien de quelque chose pour gagner l'élection présidentielle en France, c'est inquiétant pour la France. Non, mais visiblement, justement est-ce que les électeurs ont envie de renverser la table? C'est parce que nous sommes à 3 mois d'élection et que tout le monde annonce un duel qui est déjà fait, qui est déjà joué. Et les électeurs, d'ailleurs, n'ont même plus besoin de se déplacer pour aller aux urnes. Ce sera le duel entre deux anciens. Eh bien, je suis convaincu que ce qu'attendent nos électeurs, c'est justement autre chose. Et avec tous ceux qui me soutiennent, nous allons leur apporter. Regardez sur le fonctionnement de la classe politique, ce que proposent les uns et les autres. Personne ne veut accepter un renouvellement complet de la classe politique, sauf ceux qui me soutiennent, sauf ma candidature, qui dit voilà, on ne pourra rien demander de plus aux Français, aucun changement, si nous ne commençons pas par changer la classe politique elle-même. C'est le point de départ du prochain quinquennat que je veux ouvrir. Mais ce sont des différences absolument majeures, et c'est ce qu'attendent les Français. Et quand dans la campagne, ils comprendront que les programmes ne sont pas les mêmes, que la conception de la politique n'est pas la même, je suis persuadé qu'au bout du compte, cela nous fera gagner. Gilles Bornstein. Vous avez dit que vous n'iriez pas à Matignon, le cas échéant. Vous confirmez aujourd'hui, vous ne serez Premier ministre en aucun cas? Vous connaissez beaucoup de coureurs, Gilles Bornstein, qui se mettent sur la ligne de départ et qui disent « je me contenterai de la médaille d'argent ». Donc c'est non. Quand Matignon, on arrive si on vous le propose, en finale, non. et là nous arrivons à la finale de cette primaire, puisqu'il va y avoir des candidats qui vont être qualifiés, la course va commencer, il va y avoir des débats qui, je l'espère, seront avant tout des débats de fond. On a la ligne d'arrivée au bout de son regard. Et ce qu'on vise, c'est la médaille d'or, c'est la victoire. Je vise la victoire. Et Barouin, ça ferait un bon Premier ministre? Et vous commentez aussi les qualités de chaque responsable politique, ses pourquoi pas. avantages. Je peux vous garantir que j'espère, demain, faire un bon président de la République. On va parler de votre programme ou de certaines de vos propositions, Bruno Le Maire, dans la deuxième partie de cette émission. François Fillon suggère que quand on est mis en examen, Nicolas Sarkozy, bien sûr, on n'est pas tout à fait digne d'être candidat à la présidence de la République. Comme vous parlez du renouvellement des responsables politiques et donc de leur pratique, est-ce que ce raisonnement de François Fillon, vous le faites vôtre? D'autant, excusez-moi, vous avez dit il faut... Non, je ne le fais pas bien parce que j'estime que c'est aux Français de trancher. Ils savent parfaitement quelle est la situation judiciaire des uns et des autres dans ceux qui s'alignent sur cette compétition de la primaire. C'est aux Français de juger. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons de morale aux uns et aux autres. C'est les Français qui jugeront ce qu'ils veulent demain comme président de la République. Je présenterai mes propositions, ma vision du pays, mais je ne ferai aucune attaque personnelle et je laisserai les Français juger de chaque candidat. Là-dessus, Gilles Bornstein? Non, vous aviez dit il faut réarmer la nation sur le plan moral. On pourrait se dire que voilà, dans ce réarmement figurait le fait que quand on est mis en examen, on n'est pas digne d'être président de la République. Je vous le redis, c'est les Français qui trancheront et eux seuls. On a parlé d'Emmanuel Macron. Il y a un effet Macron. Comment, peut-être qu'il fait ce que vous n'arrivez pas tout à fait encore à faire, Bruno Le Maire, mais que vous allez faire, bien sûr, on vous l'avait expliqué. Mais comment vous jugez cet effet Macron? Je pense que c'est un symptôme.
C'est le symptôme de cette envie de voir des têtes nouvelles émerger dans la vie politique française. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde notre démocratie, on a le sentiment qu'elle est emprisonnée autour de têtes qui sont les mêmes depuis 30 ans. Et quand quelqu'un arrive, qu'il soit à gauche ou qu'il soit à droite, et qui dit « tiens, on va bousculer les jeux, on va apporter d'autres idées », immédiatement, il y a une levée de bouclier pour l'empêcher d'émerger. Moi, je trouve très bien qu'à gauche puisse émerger un Emmanuel Macron. C'est le problème de la gauche. Je suis candidat à la primaire de la droite et du centre. Mais il a été courageux, comme le dit Arnaud Montebourg. Il a simplement clarifié une position qui devenait intenable. Emmanuel Macron crée un mouvement. Est-ce que justement, pour apporter le renouveau, il ne faut pas le faire à l'extérieur? Il faut surtout, pour que le renouveau marche, un certain nombre de conditions. D'abord, il faut une force politique. Parce que seul, vous ne pouvez pas y arriver. Et je présenterai les 17 et 18 septembre prochains, dans ma rentrée politique de 7, mes équipes politiques. J'ai 33 députés et sénateurs qui m'ont apporté leur parrainage pour cette élection primaire. 500 élus locaux, des milliers de militants et de sympathisants, une organisation de jeunes qui compte près de 5000 jeunes qui me soutiennent. Si vous n'avez pas de force politique, le renouveau est simplement un slogan. Il faut ensuite un projet. On aura l'occasion d'en discuter ce matin. Et puis, il faut avoir livré des combats. Je me suis présenté en 2014 à la présidence de l'UMP face à Nicolas Sarkozy. Tant que vous n'allez pas au combat, tant que vous ne livrez pas le combat pour vos convictions, le renouveau est simplement un slogan. Bruno Le Maire, vous restez avec nous. On vous attend notamment sur cette passe d'armes avec Najat Vallaud-Belkacem au sujet de l'enseignement de l'arabe, puisqu'elle vous a répondu. On va parler de votre programme également. L'info à 8h40 et en 90 secondes. C'est Victor Matet. Une rencontre en ce moment en marge du G20 en Chine entre Barack Obama et Vladimir Poutine. Discussion sur le dossier syrien après l'annonce de l'échec des négociations ce matin entre Russes et Américains. Dans le même temps, en Syrie, peut-être un tournant. Le groupe État islamique diminué et chassé de ses positions à la frontière turque. C'était il y a plus de 3 ans. Il avait menti les yeux dans les yeux aux Français et au président François Hollande. Que dira Jérôme Cahuzac au juge? Le procès de l'ancien ministre du Budget, reporté en février, reprend cet après-midi et pour 10 jours à Paris. Jérôme Cahuzac avait d'abord nié, puis avoué détenir un compte à l'étranger. Poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment, il risque, comme son ex-épouse, jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Vous les avez peut-être croisés ce matin, des tracteurs, des camions surtout, une quarantaine au moins d'après l'envoyé spécial de France Info. Ils sont en route vers Calais depuis Lonne-Plage sur l'autoroute A16. Une opération escargot pour alerter le gouvernement sur la gestion de la jungle, ce gigantesque camp de migrants. Les commerçants et routiers dénoncent des conditions de travail très difficiles. En Allemagne, le discours anti-migrants récompensé, c'est un revers cinglant pour Angela Merkel. Le parti populiste AfD devance la CDU lors de la régionale partielle organisée dans le fief de la chancelière. C'est une première. Une première aussi pour Lucas Pouille, le Français vainqueur de la légende, Rafael Nadal en 8e de finale du tournoi de tennis de l'US Open. Il jouera donc les quarts de finale face à un autre Français, Gaël Monfils. Les Bleus en très grande forme puisque Joe Wilfried Tsonga s'est lui aussi qualifié. France Info. L'émission politique de France Info avec Jean-Michel Apathy, Gilles Branstein et Guy Birenbaum. Bruno Le Maire, la scène se passe à La Baule, c'était samedi et vous allez reconnaître qui parle puisque c'est vous. Et je dis ici à Madame Najat Vallaud-Belkacem qui veut laisser ouverte la possibilité d'apprendre l'arabe au CP. Qu'en France, au CP, on apprend la langue française. Voilà, ça c'est vous à La Baule. Et hier, sur Radio J, la ministre de l'Éducation vous a répondu, elle est assez en colère, écoutez-la. Non, il n'y a pas d'arabe obligatoirement enseigné à l'école en CP à partir de cette rentrée 2016. Ça fait partie des nombreux fantasmes qui, fort heureusement, s'évanouissent quand on est à la rentrée scolaire, que les enfants entrent en classe et que les parents voient ce qu'on y fait. Alors, vous n'avez pas dit que l'enseignement de l'arabe serait obligatoire en primaire. Je vous remercie de le préciser, Jean-Michel Apathy. Vous ne l'avez pas dit, mais vous suggérez... Je vous remercie de le préciser parce que les procès d'intention et les accusations un peu faciles qui sont faites dans le débat politique français me consternent. Mais vous dites quand même, Bruno Le Maire, à La Baule, vous dites ce qu'on doit enseigner dans le primaire, c'est le français. Mais évidemment, on l'enseigne. Vous jouez quand même sur une forme d'ambiguïté. Il ne s'agit pas de ne pas enseigner le français dans les écoles. Je pense faire preuve de la plus grande clarté. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est nos enfants. C'est tout. Nos enfants, aujourd'hui, rentrent en 6e. Pour 20% d'entre eux, ils ne savent pas lire, écrire, voire comprendre correctement le français. C'est pas nouveau. Hein. C'est un échec majeur de l'école de la République. C'est pas nouveau. Et c'est une source d'inégalité entre les enfants, d'inégalité sociale absolument révoltante.
Donc ma priorité, elle est simple. C'est que tous les enfants de France qui rentrent au collège sachent lire, écrire correctement le français. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel rapport avec la mise en cause je vais y venir. Sur l'arabe? Je vais y venir. Quel rapport? D'abord, il faut augmenter le nombre d'heures de français au primaire. C'est une de mes propositions. Aujourd'hui, c'est 10 heures de français par semaine au primaire. Je propose de les porter à 15 heures, en faisant de l'apprentissage du français une priorité absolue, parce que une nation, c'est sa langue. Et la nation française, c'est la langue française. Mais quel rapport avec l'arabe? S'agissant de l'apprentissage de l'arabe, il y a des enseignements des langues et des cultures des pays d'origine qui ont été créés dans les années 70. Je demande leur suppression depuis plusieurs années. Et c'est une vraie... De toutes les langues? Même l'anglais? Toutes les langues. Une sensibilisation en l'anglais? L'enseignement des langues et des cultures des pays d'origine, c'est d'abord l'arabe qui est concerné. Et ça me pose une double difficulté. D'abord parce que c'est financé par les ambassades étrangères. Et je ne vois pas pourquoi des ambassades financeraient des enseignements dans l'école de la République. Ensuite, disons les choses clairement, Jean-Michel Apathy. Si vous enseignez l'arabe au CP à des enfants dont les parents parlent l'arabe, vous les enfermez dans la culture et dans la langue de leur pays d'origine. C'est le choix que peuvent faire certains. Ça mérite un vrai débat démocratique. Moi, je dis que c'est un mauvais choix. Et que si on veut que les enfants s'intègrent bien à la France, ils doivent au CP apprendre en priorité le français. Débattons sereinement de cela. J'assume totalement ma position. L'intégration des enfants issus d'immigration, dont les parents parlent l'arabe et parfois ne parlent pas correctement le français, sera réussie si on met justement le paquet pour qu'ils aient le nombre de mots de vocabulaire français suffisant à l'issue de la grande section de maternelle et pour qu'ils apprennent correctement le français. Vous dites débattons sereinement de ça, les sifflets et les noms d'oiseaux qu'on entend quand vous prononcez le nom de Najat Vallaud-Belkacem, ça ne vous gêne pas? Ça, je le regrette, bien sûr. Toutes sur le moment, on n'a pas trop vu que vous l'avez regretté. Toutes les attaques personnelles, je les regrette, mais vous me permettrez de considérer aussi que si la ministre de l'Éducation nationale et surtout le président de la République n'avaient pas tellement déçu sur le front de l'éducation, peut-être qu'il n'y aurait pas de sifflet. S'ils n'avaient pas supprimé le collège, c'est une manière de justifier les sifflets. Ouais, enfin. S'ils n'avaient pas supprimé, oui. S'il y a des sifflets, c'est aussi parce qu'ils ont supprimé les classes bilangues qui fonctionnaient bien, et qu'ils ne les ont rétablis qu'à moitié. Vous voulez justifier pour des raisons politiques, Bruno Le Maire et Najat Vallaud-Belkacem? Laissez-moi juste aller jusqu'au bout du raisonnement. Ils ont supprimé la langue latine, c'était une erreur. Ils ont confirmé le collège unique, là où il faut mettre en place un collège diversifié. Najat Vallaud-Belkacem a compris les sifflets autrement. Écoutez-la à nouveau sur Radio J hier. Je suis très inquiète du paysage politique du moment. Je crois que c'est le populisme qui emporte tout sur son passage. Et le populisme en question, c'est un populisme bien particulier. C'est un populisme contemporain qui cherche un bouc émissaire, toujours le même, l'étranger, en l'occurrence le musulman, et que tout cela, non seulement est écœurant, mais en plus nuit terriblement à la cohésion nationale. Possible que parmi les sifflets, il y ait cette notion de bouc émissaire? Non. Non? D'accord. C'est un peu facile d'éviter le débat sur le primaire, sur le collège unique, sur la suppression des classes bilangues, sur l'enseignement de l'histoire, sur la suppression du latin, en parlant en gros de racisme. L'accusation me choque profondément et je pense que c'est une manière d'esquiver le débat. L'école mérite un débat, le collège mérite un débat. J'ai fait des propositions fortes parce que je pense que c'est la question prioritaire. Et une de mes singularités dans cette campagne, c'est que je mettrai la question de l'école, du collège, de l'éducation, de l'université, du lycée au cœur de mes propositions pour la primaire. Bruno Le Maire, il va nous rester peu de temps. Guy Wirenbaum. Madame Merkel battue dans une régionale partielle dans son fief, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire sur la situation politique en Allemagne et plus largement en Europe? Et devancé par le parti d'extrême droite pour la première fois. Une profonde inquiétude. On a eu l'occasion d'en parler à ce micro. Cela fait des mois que je tire la sonnette d'alarme sur ce qui se passe globalement en Europe. C'est la première fois en Allemagne, pays que j'aime, que je connais, première fois qu'un parti d'extrême droite depuis 1945 fait des scores aussi importants. Ça nous concerne tous, ça ne concerne pas que les Allemands, ça nous concerne aussi, nous Français, qui sommes les premiers amis, les premiers alliés des Allemands. Ça doit nous interroger sur ce que devient l'Europe. Mais c'est la question des migrants qui a déséquilibré le débat en Allemagne. C'est essentiellement ça. C'est la question de la Turquie. C'est la question de la libéralisation des visas pour la Turquie, que Mme Merkel vient de confirmer, alors que je pense que c'est une erreur, et j'ai eu l'occasion de le dire au gouvernement allemand. C'est la question des réfugiés, de l'accueil d'1 million de réfugiés. Oui, et là, j'assume la divergence que j'ai avec Mme Merkel et avec le gouvernement allemand là-dessus. Je pense que ça n'est pas raisonnable de vouloir accueillir autant de réfugiés en aussi peu de temps. Je pense que ce n'est pas raisonnable et pas responsable de continuer à faire croire à la Turquie
qu'elle rentrera un jour dans l'Union européenne, alors que la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne, et qu'il serait beaucoup plus responsable de dire à ce grand pays, qui est un pays majeur, que nous créerons une coopération avec elle, mais que jamais la Turquie n'entrera dans l'Union européenne. Il est temps pour cela que la France retrouve une voie politique en Europe pour faire des contre-propositions aux idées allemandes. Marine Le Pen a proposé samedi un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Au fond, un référendum, puisqu'on doute tellement de l'Europe, c'est une arme démocratique. Qu'est-ce que vous en dites, Bruno Le Maire? Je suis totalement opposé. Il ne faut pas consulter les gens, savoir ce qu'ils veulent? Si, mais la proposition que j'ai toujours faite, elle est simple. On négocie d'abord un nouveau traité européen, avec des institutions plus simples, avec des frontières clairement définies, et la Turquie qui n'appartient pas à l'Union européenne. Ça, il faut 10 ans pour avec la négocier un nouveau défense traité. de nos intérêts économiques. Car faut- lorsqu'on voit ce qui se passe avec Google, Amazon et Facebook qui ne règlent pas leurs impôts en Europe alors qu'ils profitent des clients européens, il y a quand même un problème. Il faut 10 ans pour négocier Avec un le nouveau traité. réarmement de l'Europe, une vraie défense européenne. Je pense qu'on C'est peut une faire ça. réponse facile, le traité, parce qu'il faut Non, beaucoup de temps Jean-Michel pour le Apathy, renégocier. pas 10 ans. Je pense que ça se fera effectivement en années et pas en mois, Mhm. mais qu'on peut en quelques années avoir un nouveau traité. Et ce nouveau traité, ça je l'assume, oui, il faudra le proposer au peuple français, car personne ne peut décider à la place du peuple français de ce que doit être la place de la France en Europe. Et je rappelle aussi qu'il y a eu en 2005 un référendum où les Français ont dit non. Et nous, la classe politique, et je me mets dedans, je le reconnais humblement, nous avons décidé de poursuivre comme si de rien n'était. Eh bien, si on veut refermer la blessure démocratique de 2005, il faut à nouveau consulter les Français sur le projet européen, mais sur la base d'un traité, pas sur une idée de sortie. Bruno Le Maire, ne bougez pas. Question d'actualité à suivre. Il nous reste encore du temps. On va parler notamment d'un malheureux tweet. L'info en 90 secondes, c'est Victor Matin. Jusqu'à 7 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. Voilà ce que risque en théorie Jérôme Cahuzac. L'ancien ministre du Budget est jugé à partir de ce lundi à Paris pour fraude fiscale et blanchiment. Sa démission, après avoir finalement avoué en 2013 avoir détenu un compte à l'étranger, reste le plus important scandale politique du quinquennat de François Hollande. Ils sont partis de Lonne-Plage et de Boulogne-sur-Mer, direction Calais, des dizaines de camions mobilisés pour une opération escargot sur l'autoroute A16. Des routiers, des agriculteurs, des restaurateurs, des commerçants, ils dénoncent l'intrusion de migrants dans leurs camions et un chiffre d'affaires en baisse. Une chaîne humaine est prévue à Calais dans les prochaines minutes. La sécheresse associée à de très grosses rafales de vent dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, un risque incendie exceptionnel est déclaré, niveau jamais atteint cet été. C'est une information de France Bleu. L'accès à tous les massifs est interdit aujourd'hui. Pas d'accord sur un cessez-le-feu en Syrie, pas de retrait des forces non plus. L'échec ce matin des négociations entre Russes et Américains. C'était en marge du G20, présent en Chine. Les présidents Poutine et Obama se rencontrent en ce moment même. En tennis, c'est une première et c'est une bonne nouvelle. Après le fiasco des JO, 3 Français sont en quart de finale de l'US Open. L'exploit de la nuit est pour Lucas Pouille, vainqueur en 5-7 de Rafael Nadal. En quart de finale, il jouera Gaël Monfils. L'autre Français qualifié, c'est Joe Wilfried Tsonga. Il affrontera lui le numéro 1 mondial, le Serbe Novak Djokovic. France Info. La suite de l'émission politique de France Info avec Bruno Le Maire. Vous avez eu un week-end un peu difficile, Monsieur Le Maire, au sujet d'un tweet. Nos J'ai eu femmes. un week-end très facile. Voilà. rassurez-vous. Comment vous l'avez vécu? Comment vous avez vécu ce passage? Et est-ce que les excuses qui vous ont été adressées après, vous les acceptez et on passe à autre chose? Je veux dire, au début, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, bon, allez, c'est drôle, ils se sont trompés. On va rappeler rapidement C'est qu'on un a tweet cru de que vous BFM. aviez écrit nos femmes, que vous aviez dit nos femmes ont vocation à être visibles et pas dissimulées. Vous aviez dit Bah, je vous les ai dit, femmes. au début, ça m'a plutôt fait sourire. Et puis quand j'ai vu la tournure que ça a pris, ça m'a plus fait rire du tout. Parce que l'accusation de sexisme, c'est une accusation grave. Ça va contre mes convictions les plus profondes sur l'égalité entre les hommes et les femmes, et contre le combat pour le renouvellement que je veux porter. Donc j'aimerais vraiment que le débat politique français ne tourne pas à la vindicte, à l'anathème, aux approximations, et que tout simplement, ils prennent un peu de hauteur pour être au niveau des Français, au niveau de leurs préoccupations et de leurs attentes. Et si cet épisode n'a rien de grave, pouvait servir de leçon à tout le monde, je pense qu'au moins il aurait été utile. À tout le monde, vous voulez dire aux médias? Non, à tout le monde. Vous incluez les médias dedans? Je mets surtout des personnes qui ont des Alors, responsabilités importantes, des ministres, Plusieurs ministres, Cécile qui se Duflot, précipitent, des responsables politiques qui se précipitent pour vous lyncher. Cécile débat Duflot, Laurence Vous l'avez ressenti. Rossignol, Le Caroline débat Haas. politique, ce n'est pas le lynchage. Et quand on touche à mes convictions les plus profondes sur ce qu'est la place des femmes dans les sociétés, Mais sur la façon dont les femmes doivent être rémunérées en France, car elles continuent à être rémunérées en dessous des hommes, sur la place qu'elles doivent occuper en politique, sur l'égalité entre les hommes et femmes dans la vie quotidienne, que je connais bien, ben je peux vous garantir qu'à un moment donné, vous dites « ça suffit ».
que le débat reprenne de la hauteur et qu'il respecte les convictions des uns et des autres. Sauf, monsieur le maire, que vous commencez votre déclaration, la vraie, en disant « Notre culture, elle a toujours défendu l'égalité entre les hommes et les femmes ». Notre culture, elle n'a pas toujours défendu l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, là, pour le coup, vous n'avez pas raison. Eh bien, ma culture... La vôtre, mais pas la nôtre. Pardonnez-moi. Là, pour le coup, vous voyez, c'est pas un autre qu'il aurait fallu mettre. C'est un ma culture, ma culture politique. C'est justement de défendre l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Je reconnais bien volontiers que dans la culture française, il nous reste un sacré bout de chemin à parcourir. Alors, votre parti a quand même du mal à faire de la place aux femmes, parce que Nathalie Kosciusko-Morizet, si elle arrive à avoir ses parrainages, risque d'être la seule femme qui concourra aux primaires. Elle dit ce matin qu'il lui manque des parrainages. Il lui en manque 4 de parlementaires. Vous nous avez dit tout à l'heure, Bruno Le Maire, moi j'en ai 35. Avec 20, vous en avez assez. Allez. Alors, est-ce que vous en donnerez 1 ou 2 à Nathalie Kosciusko-Morizet pour qu'elle puisse être... Jean-Michel Oui, mais d'autres peuvent faire des efforts aussi, pour qu'elle puisse être 4 candidate à ma gauche, 3 à ma droite. À la primaire. Vous pensez vraiment que les parlementaires, c'est comme des caramels mous, ils sont dans un sachet, puis on les met dans l'autre? C'est pas comme ça que ça marche. Ben non, ils sont libres et ils défendent des convictions. Moi, je souhaite que Nathalie Kosciusko-Morizet soit candidate. Mais c'est à elle de trouver ses parrainages. Et je ne rentrerai pas, les règles sont les mêmes pour tous. Je souhaite que Nathalie Kosciusko-Morizet, pour la réussite de notre primaire, puisse être candidate. Mais voyez, Ensuite, je trouve que pour le coup, quand on est attaché à l'égalité homme-femme, il y a un petit peu de condescendance. Allez dire, ah, c'est une femme, il faut l'aider, il faut donner des parrainages. Mais on ne dit pas parce que c'est une femme. Les règles sont les mêmes pour tous. Je souhaite qu'elle soit candidate, mais c'est à elle de trouver ses parrainages. Et je peux vous dire que c'est difficile. Vous parliez de renouveau, monsieur le maire, au début de cette émission. On va se retrouver finalement avec 5 ou 6, pardonnez-moi, messieurs grisonnants, et je sais de quoi je parle en parlant de grisonnants. Moi aussi. Voilà. Et ce seront tous les mêmes. Oui, mais ça, c'est le problème de notre famille politique de manière plus globale, qui depuis des années et des années n'a pas su faire une place suffisante aux femmes. On récolte ce que nous avons semé. Et nous le récoltons le jour de la primaire. Donc vous ne la ferez pas entrer par la fenêtre. Si elle ne peut pas rentrer par la porte, vous ne l'aiderez pas à entrer par la fenêtre. Je trouverais ça pas très respectueux, justement, vis-à-vis de Nathalie Kosciusko-Morizet, de lui dire avec un petit peu de condescendance, allez, tu n'as pas tes parrainages, je vais t'aider, je vais te tendre la main et te filer des parrainages. Ce n'est pas ma conception de la politique. Je souhaite qu'elle soit candidate, mais les règles sont les mêmes pour tous. Gilles Manson. Il y a quelques jours, dans Le Parisien, vous proposiez la suppression de l'ENA. Et pourtant, il y a quelques mois, face à des étudiants de Sciences Po, vous disiez ceci. Question simple, est-ce que vous supprimez l'ENA si vous êtes président de la République? Non. Voilà, vous avez dit clairement non, et vous avez ajouté, c'est l'archétype des propositions démagogues qui ne sont pas urgentes et qui ne servent pas à grand-chose. Pourquoi un tel changement? Il y a pas mal de sujets sur lesquels j'ai évolué avant de présenter le projet définitif. C'est vrai, par exemple, sur l'imposition sur le revenu pour tous. J'ai été favorable, j'ai regardé, j'ai étudié, puis finalement, je n'ai pas retenu cette option. Sur l'ENA, même évolution. Et je vous dis aujourd'hui qu'il est nécessaire de supprimer l'ENA. Tout simplement parce que j'estime que dans une démocratie, on ne doit pas, à 20 ou 22 ans, avoir gagné son ticket d'entrée pour diriger la France à vie. Or, c'est ce qui se passe avec l'ENA. Mais est-ce qu'il faut fermer l'ENA ou est-ce qu'il faut changer l'ENA? Pourquoi pas l'ouvrir comme Sciences Po l'a fait, par exemple? Je vais vous dire très concrètement ce que je propose. Je propose qu'on continue de recruter tous les hauts fonctionnaires par un concours commun. Je ne suis pas favorable à ce qu'il y ait des concours ministère par ministère pour revenir à la Troisième République. Ensuite, les hauts fonctionnaires, au lieu d'avoir accès directement au poste de direction de l'État, au grand corps, devront apporter la preuve de leur mérite. Pendant 10 ans, ils montreront qu'ils sont qualifiés, qu'ils sont professionnels, qu'ils sont engagés pour la haute fonction publique. Et les plus méritants d'entre eux, ceux qui auront le mieux réussi dans leur activité, pourront rentrer dans une école d'application, sur le modèle de ce qui existe dans les armées, l'école de guerre, où ils passeront une année et ça leur donnera accès aux plus hautes fonctions de l'État. Moi, je ne crache pas sur les élites. Mais je veux une élite, du mérite, pas une élite de la sélection à 20 ans. C'est curieux que vous changiez d'avis sur un sujet aussi important en quelques semaines, au fond, puisque c'est au mois d'avril. Le son que nous avons entendu... Jean-Michel Apathy. Oui, c'est ça, en quelques semaines, oui. Mais... le son que nous avons entendu, Sciences Po, c'était au mois d'avril, vous voyez. Donc au mois d'avril, on garde l'ENA. Au mois de septembre, on le supprime et on se dit, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'opportunisme, voire de démagogie? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, quand même, Bruno Le Maire? Non, il y a une évolution et il y a ensuite un projet stable. Oui, j'appelle ça une évolution. C'est la rencontre avec les Français, c'est les discussions qui m'amènent à dire il nous faut une élite du mérite, pas une élite de la cooptation ou de la sélection à 20 ans. Merci Bruno Le Maire d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci Jean-Michel Apathy. Et merci à tous.